peu ému par contre, la main est belle, parce que je pense que la dernière fois que je l'ai entendu, c'est ma mère qui a chanté quand j'étais petit. Vraiment, c'était très beau, et je suis plus petit. Donc, ça fait longtemps. Merci beaucoup de ce pedigree-là. J'ajouterais, parce qu'il y a des députés du Bloc dans la salle, que j'ai été aussi le premier recherchiste du Bloc québécois. Parce que j'ai été embauché par Gilles Rochelot, qui était libéral, qui est passé au Bloc, notamment parce qu'il détestait Jean Chrétien à s'en confesser. Et il m'avait fait écrire un document qui s'appelait « Achèteriez-vous un char usagé de cet homme-là? » C'était toute la finesse de M. Rochelot. Et c'était un recueil des citations de M. Chrétien qui a donné lieu au chrétienné. Je pense que mon document, c'était un peu l'ancêtre de tout ça. Puis ça a été un moment éprouvant parce que M. Rochelot, aller travailler pour lui, c'était quand même un choix audacieux parce que la moitié de ma famille l'haïssait parce qu'il traitait les pistes de grignoteux de Golé et tout autre qualificatif peu respectueux. Et les libéraux l'haïssaient parce qu'il était passé au Bloc, ça fait qu'il y avait assez peu d'amis quand je suis arrivé. Mais là, je n'ai pas commencé de la bonne façon. Donc, merci beaucoup à l'Action nationale de m'inviter ce soir. Merci, M. Gagnon. Merci, M. Laplante. Félicitations à M. Sénéchal. Moi, quand je vois des gens comme M. Sénéchal, j'ajouterais M. Laplante. Travailler encore et encore dans plusieurs aspects de notre vie collective pendant autant d'années, moi, c'est ça qui me donne confiance parce qu'il y en a qui ont plus d'années que d'autres, mais il y a plein de jeunes qui suivent cet exemple-là et qui luttent pour construire le Québec. Et c'est ce militantisme-là qui me donne confiance dans l'avenir. Peut-être pas la bonne place pour dire ça, mais je dirais quel qu'il soit, c'est-à-dire que j'espère qu'on va faire le bon choix un jour, mais ce militantisme-là permet aussi de consolider la nation, même si on hésite à faire le choix ultime, puis ça, c'est bon, parce que ça construit le Québec. J'aimerais souligner aussi, comme ça a été fait, mais comme disait Gilles Pinault, tout a été dit, mais pas par moi, la contribution de Félix Rose à notre vie collective. Parce que les documentaires qu'il a fait, les précédents et le dernier, sont vraiment exceptionnels pour faire connaître notre histoire, pour mettre de façon délicate et nuancée, mais vraie en même temps, des dossiers dans l'espace public, comme dans le cas de la question linguistique. Et pour quelqu'un qui avait un nom lourd à porter, il est en train de se faire un prénom, puis ça aussi, c'est presque un exploit. J'espère que je vais être cohérent parce que j'ai changé d'idée au moins 7 fois pour le contenu de mon allocution. C'est que ça se peut qu'il y ait des mots qui soient moins attachés aux autres parce qu'ils sont de version précédente. Moi, je vous remercie de l'invitation, entre autres, parce que j'aime ça faire des discours, puis je ne m'ennuie pas de tout de la politique, mais faire des discours, je m'en ennuie un peu. Moi, même avant la politique, je faisais des discours dans mon auto, dans ma douche. Puis, à chacun ses extases. Mais c'est mieux de faire ça devant des gens que tout ça dans l'auto. On ne m'a pas donné de mandat particulier, sinon, en fait, il faudrait que quelqu'un garde le temps. Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire des signes quand il va me rester, par exemple, 10 minutes, parce que j'ai un défaut, là, je sors de mon texte, puis je parle trop longtemps. Quand je t'amène, quand personne chialait, parce que je te raconte. Mais là, il faut que je respecte les délais un peu plus. Je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais commencer par parler un peu de certaines critiques dont les nations font l'objet. Ensuite, je vais traiter d'une marotte que j'ai depuis des années, qui est la différence québécoise et des conséquences concrètes de la différence québécoise quand il y a le temps de gérer l'État. Dites même, ça a l'air lourd, mais vous allez voir, c'est possible. Je suis content aussi d'être ici parce que se rassembler pour rendre hommage à des bâtisseurs, entendre des discours, pour réfléchir ensemble, pour moi, c'est un geste important. Peut-être encore plus aujourd'hui, dans un monde où, comme dirait l'autrice Véronique Côté, ce qui règne, c'est l'individualisme frénétique. Et se retrouver ensemble pour réfléchir, pour entendre des gens parler, pour rendre hommage à d'autres, à des gens qui nous ont précédés, pour moi, c'est une façon de construire le collectif, construire le nous. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est précieux. On est rassemblés à l'initiative, et je dirais au profit, de l'Action nationale.
Action nationale. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau nom. Et c'est une belle mission parce que l'action nationale est un outil puissant pour améliorer le monde. Il y a tout un courant politique qui, pour des raisons historiques évidentes, se méfie des nations. Mais si la méfiance est nécessaire, parce que douter, c'est un signe d'intelligence, il faut aussi reconnaître l'apport des nations au progrès de l'humanité. Les États-nations rassemblent et organisent des gens qui portent des valeurs, des rêves, des idéaux originaux. Ils leur permettent de les réaliser. Et il y a des grandes avancées humaines qui ont été faites grâce aux nations. La démocratie, l'état de droit, la fin de la loi du plus fort, l'état de providence en sont des exemples. C'est grâce aux nations qu'on est arrivé à des choix collectifs comme ça. On a aussi constaté, particulièrement intensément durant la pandémie, que quand il y a une situation de crise, les gens se retournent vers leur communauté d'appartenance, se retournent vers leur nation pour y trouver une certaine protection. Je vais y revenir. Et les critiques de la nation reposent souvent amour de la patrie et ouverture sur le monde. Moi, j'aime bien une phrase de Jean Jaurès, un politicien français, qui disait « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie. Beaucoup d'internationalisme y ramène. » C'est souvent en allant à l'étranger, en se confrontant à d'autres nations, en fait, ça stimule notre amour de notre propre patrie. Pas qu'on découvre qu'on est meilleur que les autres, même si dans notre cas, c'est souvent vrai. Ça nous rappelle notre chez nous, des odeurs, des paysages, des valeurs, une culture, un humour, un passé, des chansons. Puis c'est toutes des facettes de notre vie qui, malgré leurs imperfections, sont les nôtres. Puis Jean-Pierre Ferrand a exprimé cette idée-là, vraiment la même idée que Jaurès, mais à sa façon, dans son chef-d'œuvre, Je reviens chez nous. Il chante ceci. Il dit « Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. » C'est plus simple, mais c'est plus beau, je dirais, que ce que Jaurès a dit. Et malgré toutes les critiques du nationalisme, ce chez nous, ce potager reste précieux au cœur des humains. Il ne disparaît pas, contrairement à ce qu'on nous a promis pendant des années, que les nations allaient s'éteindre. Il y a aussi des critiques du nationalisme qui nous reprochent d'être des identitaires. Moi, chaque fois, ça me surprend parce que l'accusation vient de gens qui souvent font la promotion de la diversité du monde, donc des identités. Et moi, je revendique ce mot-là. Moi, je suis un identitaire. Je veux protéger les identités, celles des autres, mais aussi la mienne. Et ce sont souvent les mêmes anti-identitaires qui dénoncent les lois linguistiques. Pourtant, l'épanouissement des langues devrait être l'obsession des gens qui croient en l'importance de la diversité, parce que les langues sont la source de la diversité. L'ancien premier ministre Landry répétait souvent une phrase qui, pour moi, résume avec force l'importance de la préservation des langues. Puis cette phrase-là, moi, je l'ai entendue, on l'a dit, j'ai eu la chance, le privilège, souvent la joie de le fréquenter comme beau-père. Puis donc, je n'ai jamais trouvé la citation écrite, mais si quelqu'un l'a trouve, j'aimerais ça, parce que les mots que je vais citer, c'est ce que j'ai retenu et noté, parce que je note beaucoup de choses. La diversité des langues et des cultures est à la vitalité de la pensée humaine, ce que la biodiversité est à celle de la nature. Sans cette diversité, la pensée s'atrophie. Donc, c'est cette diversité-là qu'il faut protéger, la diversité des visions du monde. Et je me permets de dire, à quoi bon d'avoir une diversité des couleurs de peau si tout le monde pense pareil? C'est ce qu'on a dans la tête, c'est le choc des idées, le choc des visions du monde, c'est ça qui est fondamentalement précieux. Le reste, à mon avis, c'est de l'esthétisme, ça ne nous aide pas à inventer un monde meilleur. La diversité des visions du monde, l'existence des nations, mène aussi à la construction d'un monde différent. Je m'approche de la différence québécoise. On a eu une belle preuve il y a 2 jours, personne n'a lu, mais lors de la publication du premier rapport de l'ONU sur l'économie sociale, dans le rapport, on retrouve 22 fois le mot Québec, 5 fois le mot Canada, pour dire que Montréal et le Québec sont au Canada. Donc, ça parle essentiellement de nous autres. Le Québec est un leader mondial de l'économie sociale, maintenant reconnu par l'ONU. Il y a des délégations de chez nous qui vont partout dans le monde, en Corée, en Catalogne, en France, pour échanger sur l'économie sociale. Aujourd'hui, on est à échanger. Il y a quelques années, on était pour enseigner l'économie sociale.
Et si l'économie sociale prend de la place chez nous, c'est parce qu'on a une histoire différente, parce qu'on a une culture différente, parce qu'on a une action nationale différente. À une certaine époque, on n'avait pas une grande culture d'entrepreneuriat individuel, donc l'entrepreneuriat collectif était intéressant. On était aussi obligé, dans bien des situations, de compter juste sur nous-mêmes. L'économie traditionnelle nous appartenait pas, parce qu'il fallait sortir d'un système qui, à bien des égards, nous exploitait. Par exemple, les banques ne prêtent qu'aux riches et ne nous prêtaient pas parce qu'on était pauvres. Et on a mis en place les caisses populaires, qui est un des plus beaux exemples de la contribution du Québec. J'allais dire qui était un des plus beaux exemples, mais on ne va pas partir de débat. La contribution du Québec d'une nation originale à l'amélioration du système économique. Tu sais, c'est des fermiers qui ont battu le grand capital britannique, puis peut-être américain, mais je dirais britannique à l'époque, qui ont dit, vous ne nous prêtez pas d'argent, on va s'en prêter à nous-mêmes. On a construit une des plus grandes institutions financières d'Amérique du Nord. C'est pas rien. Ça, c'est parce qu'on a une action nationale différente, parce qu'on a une histoire et une culture différente. Pour moi, c'était en fait une victoire qu'on pourrait qualifier d'identitaire, dans le sens où on a pu penser autrement. On a pu sortir du cadre que l'autre vision du monde nous imposait, et inventer quelque chose de nouveau. Et au cours des années, le Québec a fait ça souvent, se distinguer, faire des choses pas comme les autres. Et moi, c'est comme une forme de maladie mentale que j'ai développée avec les années, une obsession, je peux le dire comme ça, c'est plus respectueux. Moi, j'ai ramassé des coupures de journaux. Dès que ça disait que le Québec n'était pas comme les autres, moi, je découpais ça. Pendant des années, vraiment, j'avais, à un moment donné, 4 caisses de coupures de journaux, je sais même en reste une. Je vous donne des exemples. Il y en a qui sont très intéressants. Pendant tout le temps qu'il y a eu l'adoption internationale, le Québec était toujours le champion de l'adoption internationale. Nous, fermés sur le monde, etc., là, champion de l'adoption internationale. En 2001, c'est super intéressant de savoir qu'il y avait beaucoup moins d'enlèvements d'enfants au Québec qu'ailleurs au Canada. C'est encore plus important de savoir que les Québécois sont les premiers consommateurs de yogourt et d'huile d'olive au Canada. Ça, c'est en 2006. Et cet été, il y a eu une perle, moi, que je répète sur toutes les tribunes, avec la Nouvelle-Écosse. Mais là, je ne parlais plus de la Nouvelle-Écosse parce que ça gâche un peu mon punch. Et l'endroit en Amérique du Nord où un phénomène s'est le moins produit dans l'histoire. 4 fois au Québec, 3 fois en Nouvelle-Écosse, 68 fois en Ontario, 134 fois en Colombie-Britannique, 339 fois en Floride, 713 fois dans l'État de Washington. Quel est ce phénomène? Le Québec est l'État en Amérique du Nord où on rapporte le moins d'apparitions du Yéti. Ça a son intérêt. Mais c'est pas que des différences drôles. Quand on a cette obsession-là, on découvre plein de chiffres qui font un mille Québec profondément. Là, je vous en assène quelques-uns. Le Québec est l'endroit au Canada où le taux de pauvreté est le plus faible. Le Québec est une des sociétés les moins violentes en Amérique du Nord, avec un taux d'homicide par habitant presque 2 fois plus bas que la moyenne canadienne. Le Québec produit à peine 11 des GES au Canada, alors qu'il compte 22,5 de la population. Le Québec est deuxième au monde pour le taux d'emploi chez les femmes et l'État dans le monde où la différence entre le taux d'emploi des hommes et celui des femmes est la plus petite. Au Québec, 93 des pères prennent un congé de paternité. Dans le reste du Canada, c'est 24 Et on est des champions d'engagement paternel. On participe aux tâches domestiques et aux soins des enfants plus que tous les autres Canadiens. En 2020, le taux d'emploi des immigrants était plus élevé que celui des Québécois nés au Québec. Depuis, les néo-québécoises avaient un salaire hebdomadaire équivalent à 104 des natifs du Québec. Une petite dernière, les Québécois ont la meilleure espérance de vie en Amérique du Nord, une espérance de vie qui s'améliore chez nous et qui s'est légèrement détériorée au Canada anglais. Évidemment, là, j'ai pensé les choses dont on est moins fiers. On est les champions des VUS, on consomme, même si globalement, grâce à l'hydroélectricité, on produit moins de GES, individuellement, on gaspille pas mal. Par habitant, on a beaucoup de travail à faire là. Et toutes ces données-là, je les tire d'une banque de données que je suis en train de monter avec un petit groupe de militants qui ont été aidés financièrement par les Québec, le Fonds indépendantiste, par le Bloc québécois. Et on est rendu à 1000 différences, 1000 données avec la source, dans toutes sortes de domaines.
Et ce n'est pas juste pour vous faire rire ou pour vous rendre fier. C'est plus que ça, c'est quelque chose de très, très profond. Parce qu'on peut alimenter avec ça un discours sur le Québec pour tous les nationalistes de deux façons. D'abord, en les aidant, en agrémentant l'ensemble de leur discours, à réitérer, à démontrer, chiffre à l'appui, qu'on est une source de diversité dans le monde. On offre quelque chose d'original au monde. Et en les aidant à illustrer très concrètement pourquoi le Québec devrait être traité différemment, dépendant de l'option politique, pourquoi ses champs de compétences sont importants, et ce que ça veut dire dans les faits, une nation distincte, et finalement le défi que représente pour le Québec son appartenance à un pays qui ne lui fait pas tellement de place en tant que nation. En fait, on font de la place si ça veut rien dire. Et là, je vous donne des exemples de ce que je veux dire. Tous les chiffres, encore une fois, sont sortis de cette banque de données. On devrait la lancer en décembre, mais j'ai dit ça au printemps, j'ai dit ça à l'automne, entre ça. Parce qu'on continue d'alimenter au lieu de la terminer. Puis on veut être extrêmement rigoureux, donc on vérifie chacune des données. C'est un travail qui mérite d'être bien fait. Là, je vous donne des exemples avec des conclusions intéressantes sur la gestion de l'eau. En logement. En octobre 2021, 25% des Québécois affirment qu'ils auront de la difficulté à payer leur hypothèque et leur loyer. La moyenne canadienne, c'est le double, 51%. En décembre 2022, le coût d'un logement à Gatineau, grande ville où se loger coûte le plus cher au Québec, est 10% de moins que la moyenne canadienne. Donc, en général, c'est moins cher ici, même si on sait depuis toujours, là, ma donnée est vieille, on cherche la nouvelle, là, mais qu'on a plus de locataires que de propriétaires par rapport au Canada anglais. En 2013, c'était 61% de propriétaires au Québec, 71% au Canada anglais. 2022, les 2 tiers des Canadiens se chauffent leur maison au gaz naturel ou au mazout. Les 2 tiers des Québécois chauffent leur maison à l'électricité. Ou 23, les Québécois sont les seuls au Canada à blâmer le gouvernement provincial pour la crise du logement. Tous les autres Canadiens blâment le gouvernement fédéral. C'est en fait leur vrai gouvernement. Et il y a d'autres différences pour lesquelles je n'ai pas de chiffres, mais que j'ai vues de première main, notamment dans des discussions pan-canadiennes. L'état du parc immobilier n'est pas le même au Canada puis au Québec. Eux, ils veulent faire de la rénovation. Nous, on veut des nouvelles unités. On a eu ces débats-là un peu plus des mêmes grandes villes canadiennes. Puis le Québec était vraiment dans un point. On a aussi les types d'acteurs qui changent. Nous, le monde du logement, c'est beaucoup plus communautaire, il y a des coops, puis la taille des joueurs est plus petite. Au Canada anglais, ils ont des grands joueurs. C'est pour ça qu'ils font des programmes très rapides, parce qu'ils ont des grands joueurs qui peuvent les prendre vite puis livrer. Nous, on a un écosystème plus compliqué, plus petit, qui a beaucoup d'avantages, mais qui est différent. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, par rapport à la chiffre? Ça veut dire qu'en logement, l'acuité de la crise n'est pas la même au Canada qu'au Québec. Une des influences les plus grandes sur le coût du logement, la source d'énergie pour le chauffer, n'est pas la même au Canada qu'au Québec. Le type d'aide requise, donc aux locataires ou aux propriétaires, n'est pas la même au Canada qu'au Québec. Les citoyens ne réclament pas des actions du même gouvernement. Donc, le débat public ne se situe pas au même endroit au Canada qu'au Québec. Donc, les politiques publiques ne peuvent pas être les mêmes pour tous. Et quand le fédéral intervient, la politique publique est la même pour tous. Qui gagne? La majorité ou la minorité? Quelque chose qui me dit que c'est la majorité. Ça illustre ça que la différence québécoise exige l'autonomie du Québec dans le domaine du logement. C'est une question, on pourrait dire, de pure efficacité. Il faut que les ressources soient à bonne place au bon moment pour les bonnes personnes. Et pour moi, c'est un argument, ça, qui rejoint tout le monde, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, qu'on soit francophone, qu'on soit anglophone, qu'on vienne d'arriver, qu'on soit ici depuis longtemps. On veut que ça soit efficace pour le Québec. Pour moi, cet argumentaire-là est intéressant quand on veut renouveler l'argumentaire sur le Québec. Et il est le même dans beaucoup de domaines. Donc, je continue à vous asséner des chiffres. En santé, le Québec a la population la plus âgée, la population qui vieillit le plus rapidement au Canada. Avec la Colombie-Britannique, c'est la province la moins touchée par l'obésité. En temps normal, ça c'est un peu bizarre, mais bon, en temps normal, les cas de grippe sont toujours plus élevés au Québec que dans le reste du Canada. En 2018-2019, le nombre de cas au Québec était le triple qu'en Ontario. Je pense qu'on s'embrasse plus que nous. Le Québec est la seule province, ou était la seule province à avoir un programme d'assurance médicaments, et c'est au Québec où on consomme le moins de cannabis, mais le plus d'alcool. Question. Quand le fédéral distribue des fonds, est-ce qu'il se base par habitant, ce qui favorise l'Ontario,
ou selon l'âge de la population, ce qui serait logique en santé, mais qui favoriserait le Québec. Quand le fédéral finance la recherche en santé, est-ce qu'il tient compte des habitudes de vie des Canadiens ou celles des Québécois? Quand il fait des campagnes de prévention, est-ce que les campagnes portent sur les dangers qui menacent les Canadiens ou les Québécois? Les normes nationales dont M. Trudeau parle fréquemment, est-ce qu'elles vont être basées sur les données de santé des Canadiens ou des Québécois? Et là, je pourrais parler de l'organisation de services qui est plus compliquée, mais il y a des choses comme les CRSI qui n'existent pas sous la même forme au Canada anglais. Quand ils vont faire des investissements, est-ce qu'ils vont tenir compte de notre organisation de services ou de la leur? Deux nations distinctes ne peuvent pas avoir les mêmes politiques publiques. Il y a toutes sortes de raisons de vouloir construire le Québec, d'être pour l'indépendance, d'être un fédéraliste nationaliste, tout ça. Il y a des raisons qui, des fois, relèvent de la poésie, qui relèvent d'une certaine vision de l'histoire, qui relèvent d'un enthousiasme pour la grande aventure québécoise en Amérique du Nord, mais aussi des arguments très, très, très terre à terre qui devraient faire partie de notre arsenal pour parler du Québec. Je donne un autre exemple, la pandémie. Les Québécois avaient moins peur de contacter le virus, vivaient moins de stress en sortant de la maison, étaient plus optimistes, estimaient plus positivement leur état de santé mentale et étaient plus satisfaits de l'environnement que les autres Canadiens. Les Québécois étaient ceux qui voulaient le plus se faire vacciner, ils étaient les champions de la distanciation physique. Ils regardaient avec les cellulaires, c'était assez intéressant, ça, c'était une donnée vraiment très solide. Ils allaient moins en personne au travail, moins dans les épiceries, puis moins dans les parcs que les autres Canadiens. On était les champions de la distanciation physique, sauf à Noël. En 2020, 43% des Canadiens, 50% des Ontariens affirmaient qu'ils ne se réuniraient pas avec des gens de l'extérieur de leur ménage pour Noël. Au Québec, c'était 14%. Pour le temps des fêtes, en 2021, les Québécois étaient plus nombreux à compter recommencer à fréquenter les centres commerciaux et moins nombreux à prévoir prendre l'avion que les autres Canadiens. Donc, dans toutes ces données-là, la différence d'attitude des Québécois par rapport à leur gouvernement, par rapport à leur quotidien, exigeait des interventions gouvernementales distinctes. Et là, le fédéral veut préparer la prochaine pandémie. Ils nous disent qu'on va avoir des normes, des investissements, des priorités pan-canadiennes. Est-ce que ça va être basé sur notre sociologie à nous ou sur celle des Canadiens anglais ou des Canadiens tout court? On ne va pas être autonome comme nation, des conséquences, puis il y a des fortes chances qu'une bonne proportion de nos impôts qui vont à Ottawa ne soient pas dépensés en fonction de notre réalité. Un petit exemple politique, ça, c'est peut-être pas cet été, je pense que c'était l'été précédent, c'est le magazine Actualité qui avait fait un grand sondage pan-canadien sur l'environnement. Au Canada, je vais juste à la conclusion, mais au Canada, la question n'est pas tant de savoir si les Canadiens sont prêts pour la transition énergétique, mais s'ils la souhaitent, sont assez bien avec le pétrole. Au Québec, ce n'est pas la même question. Ils souhaitent la transition, les Québécois. Est-ce qu'ils sont prêts à faire les sacrifices nécessaires pour la faire? Donc, le débat politique ne porte pas du tout sur la même question. On n'est pas à la même place. Puis, je ne dis même pas qui a tort, qui a raison. On n'est pas à la même place. Et donc, à l'évidence, la réponse que le fédéral va donner va être insatisfaisante pour quelqu'un. Puis, je pense que dans ce cas-là, on le constate. En fait, on pourrait dire que c'est insatisfaisant pour tout le monde. Donc, les exemples politiques comme ça sont tellement clairs que depuis déjà des années, les élus fédéraux, notamment Poilievre et Trudeau, ne disent pas une affaire en français et en anglais. Parce qu'ils s'adressent à deux réalités politiques distinctes. Une petite dernière. Jean-Marc Léger a fait un sondage et les Canadiennes se définissent d'abord comme mère, puis comme conjointe, puis comme femme. Les Québécoises, c'est d'abord comme femme, ensuite comme mère, et finalement comme conjointe. Et ce genre de différence-là, c'est fondamental pour les politiques publiques. Puis on l'a vu, l'avenir, en fait, le passé nous l'a dit. Tu sais, les CPE sont arrivés en premier ici parce que les femmes voulaient aller sur le marché du travail. Elles y vont plus que les Canadiennes. Les batailles sur l'équité salariale ont commencé ici, probablement pour ces raisons-là. Nos couples sont plus égalitaires aussi pour ces raisons-là. C'est fondamental, ça, comme différence. Et on doit en tenir compte. Puis là, je pourrais continuer longtemps, puis je ne vais pas regarder le temps, là, mais on va avoir une période de questions, ça sera plus longue si je fais trop vite.
Quand on parle de mourir dans la dignité, c'est pas la même approche au Québec. Les droits des minorités sexuelles sont pas, on était longtemps en avance. L'accès à l'avortement, le rapport à la religion, on pourrait faire une conférence juste là-dessus. Le respect des droits collectifs versus les droits, en fait, l'existence des droits collectifs au Québec par rapport au reste du Canada. Ça fait que le Québec reste profondément distinct et ces différences-là ont un impact immédiat sur la gestion de l'État, sur la façon qu'on pense notre État, sur la façon qu'on dépense notre argent. Fait que je veux dire, il y a toutes sortes de raisons de faire l'indépendance. Il y en a qui sont ancrées dans l'histoire, d'autres qui relèvent de l'émotion, d'autres des choix économiques. Mais pour moi, la différence québécoise en est une qu'il faut valoriser. Puis là, je le dis comme moi, vous savez que je suis un indépendantiste, il n'y a pas de nuance. Là. Mais c'est intéressant d'équiper les fédéralistes aussi. En fait, moi, il faudrait qu'ils réapprennent à être des fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui croient dans une fédération, dans des champs de compétences distincts, des différences entre les régions qu'on accepte, et un discours sur la nation québécoise et sa place dans le Canada qui sort des insignifiances à la couleur, qui dit notre façon d'être Canadien, c'est d'être Québécois, je ne le plus, mais ça ne voulait rien dire essentiellement. Pour moi, parler de la différence québécoise concrètement dans chacun des domaines d'activité humaine, c'est une façon de leur dire, c'est pas rien que la théorie, là. On n'est pas des nationaleux qui disent on n'est pas pareil. Non, c'est très, très concret là, quand on dit qu'on n'est pas pareil. Là. On est en train de construire une société différente, puis dans plein de code fédéral, handicap cette capacité-là de construire un monde à notre image. Des fois, c'est moins bon, des fois, c'est meilleur, mais c'est à notre image. L'évêque disait qu'on était deux majorités qui se ralentissent. La différence québécoise le démontre dans toutes sortes de domaines. Pour moi, c'est un argument qui doit revenir le plus intensément possible dans notre discours public. Parce que c'est ça être nationaliste, c'est croire à la valeur des nations. C'est être nationaliste, c'est vouloir que nos institutions reflètent notre culture dans notre fonctionnement, comme dans leur fonctionnement, comme dans leurs actions. C'est croire que la diversité des langues et des cultures, ou plus précisément des personnalités collectives, l'évêque disait ça comme ça, puis je trouve ça intéressant. Donc, croire que les personnalités collectives enrichissent l'humanité. Et dans ce sens-là, une des choses les plus importantes qui soit, à mon avis, pour un monde meilleur, c'est l'action nationale. Je vous remercie. Wow.